On entend souvent l'expression d'axe de la résistance et en fait on entend beaucoup parler d'arc ou d'axe. On entend souvent parler d'arc chiite, de croissant chiite, d'axe de crise, d'axe de la résistance. Et en fait c'est plusieurs appellations d'une seule réalité, à savoir l'Iran qui déploie son influence régionale. En fait c'est ça l'axe de la résistance. Et selon l'appellation, on peut voir comment on peut se positionner par rapport à cet axe, à cette influence, à ce projet régional. Cette expression d'arc chiite, elle vient, alors on est dans le milieu des années 2000 avec le roi de Jordanie, le père du roi actuel de Jordanie, Abdallah II, son père, qui parlait d'arc chiite pour dire comment l'Iran déploierait une influence dans le monde chiite. L'Iran, lui, ne parle pas d'arc chiite, il va parler justement d'arc de la résistance, de Mehwar et Muqawemat. Nous cherchons à nous renforcer. Alors on peut se demander, se renforcer par rapport à quoi? On cherche à résister par rapport à quoi? Et là, encore une fois, c'est la conception iranienne. Dans la conception iranienne, l'Iran se doit de résister face à un impérialisme, face à une influence qui lui serait néfaste dans sa perception, à savoir l'influence occidentale, comme on dit souvent, un peu plus précisément l'influence américaine, le projet régional américain au Moyen-Orient, avec le fer de lance comme étant Israël. D'où cet arc de la résistance. Nous nous agrippons, nous nous renforçons, nous nous campons dans nos positions pour résister. Et alors, cet arc de la résistance, moi je réfute absolument l'appellation d'arc chiite, parce que cet arc chiite, il n'est pas chiite en réalité. Et je pense que l'exemple le plus flagrant et le plus visible et actuel, c'est le cas du Hamas. Donc le Hamas, ce parti politique, enfin cette organisation politique, avant d'être une organisation armée, c'est aussi une organisation politique, à l'image du Hezbollah libanais. Mais on a l'organisation du djihad islamique en Palestine, on a l'organisation du Hamas en Palestine, qui ont des connexions avec l'Iran. Alors ces connexions, elles sont, et ça il faut absolument l'avoir en tête, elles sont floues, elles sont imprécises. Chacun va avoir son discours, son analyse. On n'a pas d'enquête internationale des Nations Unies qui délimite, qui circonscrit précisément les relations entre cet acteur étatique, l'Iran, et des acteurs infra-étatiques. Maintenant, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a absolument des liens de connivence idéologique. Lutte contre justement cette influence américaine, cette influence israélienne. Est-ce qu'il y a des convergences religieuses? Non. Et c'est là où justement cet arc chiite n'est pas chiite en réalité. Parce que l'Iran va être cet État chiite duodécimain, donc la reconnaissance de 12 imams, alors que justement l'organisation du djihad islamique ou le Hamas vont être des mouvements sunnites. Donc c'est l'école majoritaire en termes de population au sein du monde musulman, les sunnites et les chiites, et chacun est d'une obédience différente. Donc déjà le fait de dire que l'Iran aurait créé un arc chiite, ça tombe absolument à plat. Parce que cette connexion, elle ne peut pas être sur une même obédience, sur une même religion. Elle peut être sur des intérêts pragmatiques, politiques partagés, mais une appartenance à une même confession religieuse, non. Parce qu'il faut savoir comment les chiites regardent avec distance les sunnites et comment les sunnites voient les chiites comme étant des hérétiques, pour certains, pas tous. Mais il y a des sunnites qui considèrent le chiisme comme étant une déviance, à l'image du protestantisme vis-à-vis du catholicisme dans le monde chrétien. Même dans le monde chiite, est-ce qu'ils sont tous de même obédience? On entend ensuite souvent parler, alors le Hezbollah libanais, ça y rentre bien dans la catégorie, on entend beaucoup parler du président syrien, Bachar el-Assad, qui est chiite, alaouite. Les alaouites, ils ont leur propre version du chiisme et ils ne reconnaissent pas les 12 imams, ils ont leur propre approche. Et pour le coup, maintenant, ce sont des chiites duodécimains iraniens qui ne vont pas considérer les Syriens alaouites comme étant des chiites comme eux, parce qu'ils ont leur propre vision de l'islam et du chiisme. Les alaouites consomment de l'alcool. Ils peuvent avoir leur femme comme n'étant pas dévoilée. Lorsque vous voyez l'épouse du président Bachar el-Assad, elle a tout à fait sa place dans les défilés de mode européens ou américains. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas la même conception, déjà maintenant, d'une même confession religieuse. Et ensuite, si on prend le cas des Houthis, donc les Houthis au Yémen, eux aussi, ils sont chiites, ils vont avoir leur propre vision de l'islam, ils n'en ont pas 12, ils en ont un peu moins, selon les différents courants, 7 ou 8. Donc vous voyez comment cet arc chiite, il n'est pas chiite,
Et ensuite, c'est une pluralité de schismes. Ensuite, on peut voir la réalité de cet arc. Et là, la réalité de cet arc, est-ce qu'il y a des liens extrêmement forts, extrêmement resserrés entre l'Iran et ses différents acteurs infra-étatiques? C'est très variable. Par rapport au Hezbollah libanais, oui, c'est indiscutable, c'est affiché en tant que tel. Il y a déjà des connexions économiques, il y a des relations économiques très fortes, il y a des relations humaines très fortes. En général, les cadres du Hezbollah libanais sont formés, sont éduqués, sont entraînés en Iran. Maintenant, par rapport au Hamas, encore une fois, beaucoup moins. Si on regarde juste une décennie en arrière, lorsque vous avez la crise syrienne, ensuite la guerre civile syrienne, vous avez le Hamas qui combat sur le terrain en Syrie contre l'Iran. Vous allez avoir des affrontements armés en tant que tels entre le Hamas qui va être, grosso modo, dans on va dire le même camp, dans la même constellation que des milices sunnites salafistes. Vous voyez, on en revient cette fois-ci dans ce cadre religieux, par rapport à l'Iran qui, lui, va beaucoup plus défendre le régime syrien, l'État syrien de Bachar el-Assad, parce qu'alawite. Donc vous voyez comment déjà il y a effectivement des très grandes fluctuations. Rien n'est inscrit dans le marbre. Il y a beaucoup de variations. On en revient à cette réelle politique, selon les intérêts fluctuants. Et ensuite, les liens ne sont pas nécessairement inscrits avec des acteurs qui ont un versant politique, un versant armé. Je vous parlais du Hezbollah libanais, mais c'est un peu moins connu. Il y a aussi le Hezbollah afghan. En Afghanistan, donc aujourd'hui, en 2024, avec l'Afghanistan qui est maintenant le second émirat taliban d'Afghanistan, vous avez un parti politique qui est le Hezbollah afghan. Un parti afghan chiite qui ne cache pas le fait d'avoir des connexions idéologiques, politiques, presque diplomatiques avec l'Iran. Ensuite, si je peux peut-être apporter une petite conclusion, que l'Iran a un projet régional. En fait, c'est normal que l'Iran ait un projet régional. Chaque État a un projet régional. Je veux dire, la France a un projet régional. Depuis 70 ans, il s'appelle d'abord la Communauté européenne, ensuite l'Union européenne. Je veux dire, les États-Unis ont un projet régional, le Mexique, le Brésil a un projet régional. Si on se circonscrit maintenant dans la région moyen-orientale, bien l'Égypte a un projet régional, Israël, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Je veux dire, à partir du moment où vous êtes un État qui a une certaine stature, qui a une certaine, on va dire un certain poids, une certaine envergure politique, vous avez un projet régional. Maintenant, il faut voir quelle est la nature de ce projet régional, quelle en est sa perception. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. L'Iran cherche à établir son équilibre. L'Iran ne cherche pas à détruire la région, cherche à modifier l'équation de la région. D'où ce projet régional. Ce projet qui n'est pas une action, mais qui est une réaction, qui est une résistance. Un peu en titre de préambule, on entend aussi parler d'axe du mal. Il faut voir que l'axe du mal, ça a été l'appellation qui a été consacrée par les Américains, et notamment avec leur président George W. Bush. Et ça nous rappelle justement à ces différentes appellations sur l'axe de la résistance, et là, cette fois-ci, maintenant, le caractère idéologique. L'axe du mal, ça veut dire qu'il y aurait les mauvais, les méchants, et nous, les bons, les biens. Et là, on en revient presque dans une forme d'une dichotomie presque messianique entre les croisés et les sarrasins, entre les purs et les impurs, entre les bons et les mauvais. Maintenant, plus vraiment personne n'évoque l'axe du mal, même les néoconservateurs l'utilisent de moins en moins. Par rapport à cet axe de la résistance, effectivement, il faut souligner que le socle de toute cette architecture régionale, c'est l'Iran. Parce qu'il faut nécessairement s'appuyer sur des structures politiques solides. Le Moyen-Orient, malheureusement pour la région, est soumis à des déstabilisations qui se déplacent d'un pays à l'autre, mais depuis même le début du XXe siècle en tant que tel. C'est contre-intuitif. Mais l'Iran parvient à être un îlot de stabilité intérieure. Évidemment, vous avez des contestations, comme dans tous les États. Je veux dire, en France, il y a quelques années, on pouvait avoir des manifestations dans la rue parce que les gens étaient mécontents des politiques étatiques. L'Iran, ça fait depuis 45 ans qu'il a sa forme constitutionnelle. C'est une forme constitutionnelle qui, bon an, mal an, continue d'avancer, continue d'exister. Et ce n'est pas du tout le cas du reste
justement de ce projet régional d'influence régionale. Juste à côté, vous avez l'Irak. Alors l'Irak a été détruit en 2003, voilà, ça c'est des choses qui sont assez vues, on va avancer vite. L'Irak est maintenant en cours de reconstruction. Est-ce que cette reconstruction a vraiment abouti? On a des signaux. La semaine dernière, vous avez dû voir passer l'information, vous avez l'État irakien qui appelle à la fin de la mission onusienne en Irak, estimant que nous n'avons plus besoin justement de cette infrastructure qui vient justement au-dessus de la structure étatique irakienne. Nous estimons que nous n'avons plus besoin de ça, nous pouvons fonctionner par nous-mêmes. En réalité, vous avez quand même un État irakien qui reste morcelé, avec la présence discrète mais réelle, enfin silencieuse mais réelle de l'État islamique, et en Syrie et en Irak. Voilà. L'Irak reste un pays assez morcelé. Est-ce que l'Iran contrôlerait complètement l'Irak? Non, je pense qu'il faut avoir une certaine distance dans cette approche-là. L'Irak est un pays avec une très grande richesse politique dans sa vie politique. Vous avez plus qu'une soixantaine, vous avez 80, peut-être 100 organisations politiques, partis politiques, un découpage très très local. Je pense que ce serait prêter un peu trop d'honneur à l'Iran de dire que chaque Irakien, chaque homme politique en Irak prendrait ses ordres de Téhéran. C'est pas la réalité. Maintenant, il est vrai qu'il y a des connexions. Il est vrai que l'Iran regarde, scrute avec attention ce qui se passe dans son voisin. Ça, c'est aussi une réalité, il faut pas la nier. Donc, du côté de l'Irak, non. Regardez comment vous pouvez avoir des autorités religieuses et politiques en Irak qui appellent absolument à une distanciation avec l'Iran. Vous avez ensuite l'autorité religieuse al-Sistani en Irak qui dit « vous devez séparer le politique du religieux. Je suis un ayatollah, mais je ne veux pas m'immiscer dans la vie politique irakienne. » Ce qui est absolument contraire au Velayat et Faqih en Iran, où vous avez le théologien, l'ayatollah, qui est en même temps le guide suprême. Donc par rapport à l'Irak, non. Par rapport à la Syrie est portée à bout de bras et par la Russie et par l'Iran. Maintenant, c'est une question vitale, vraiment. C'est-à-dire que vous coupez le cordon russo-iranien par rapport à la Syrie, vous coupez vraiment les lignes de vie de Bachar el-Assad. Ça, il faut aussi l'avoir en tête. Maintenant, la situation en Syrie, elle est au moins tout aussi complexe, parce qu'en Syrie, vous allez avoir les Turcs qui sont territorialement, qui sont pratiquement sur le sol ancrés en Syrie. Donc là, la Turquie, elle a des intérêts différents de l'Iran, donc tout le territoire syrien n'est absolument pas sous l'emprise de l'Iran. Vous allez avoir les Américains, vous avez les Français qui continuent d'assurer une présence aérienne en Syrie, et ensuite, évidemment, vous voyez comment vous avez des raids israéliens aériens en Syrie. Donc la Syrie n'est pas non plus contrôlée entièrement par l'Iran. Et maintenant, par rapport aux Houthis et au Yémen, encore une fois, vous voyez comment les Houthis contrôlent à peu près un tiers du territoire yéménite. On va dire que c'est le tiers le plus intéressant, c'est la partie sud du territoire qui est la partie la plus riche. Ils contrôlent la capitale, Sanaa, ils contrôlent l'aéroport international, le détroit de Bab el-Mandeb qui accapare l'attention internationale plus que le détroit d'Ormuz du côté iranien. Différents liens. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des liens directs? C'est pas le cas. Regardez comment le Hamas a réalisé une opération militaire de très grande ampleur le 7 octobre 2023, alors que la fraction politique du Hamas n'était même pas au courant. La fraction armée, la fraction militaire du Hamas a agi sans concertation avec le versant politique au Hamas. Peut-on alors réellement estimer que l'Iran aurait été informé, voire même commanditaire de cette attaque? J'en doute. Le Hezbollah, c'est un cas différent, on en a parlé. Là, le Hezbollah libanais, il y a vraiment effectivement une connexion très très forte. Et donc effectivement, là, il va y avoir alors on ne va pas dire un pouvoir de commandement, parce qu'encore une fois, le Hezbollah libanais a son propre agenda. Il faut encore aussi souligner que le Hezbollah libanais, à l'image du Hamas, c'est une organisation armée, mais ça reste en premier lieu une organisation politique. C'est un parti politique, le Hezbollah. Je veux dire que lorsque le président français Macron va, en août 2019, après l'explosion du port de Beyrouth, réunir les plus grands représentants politiques à la résidence des Pins, donc les différents lieux où la France est encore investie au Liban, il y a des cadres du Hezbollah libanais. Le Hezbollah libanais est un acteur politique absolument intégré dans la vie politique du Liban, la vie nationale. Donc, du côté iranien, oui, il y a des connexions, mais il y a absolument des enjeux locaux nationaux. L'Iran ne contrôle pas au doigt et à l'œil tous ces acteurs-là. Il y a
à des degrés divers, comme on le voit. Vous voyez, la cartographie se complexifie vite parce qu'en fait, c'est très variable. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est multimodal. Les liens de connexion entre les différents acteurs sont fluctuants au fil du temps et sont très changeants selon le pays, selon l'évolution stratégique et politique au sein même de ce pays. Alors l'Iran a un déficit de fréquentabilité à l'échelle internationale. L'Iran fait partie des autres, fait partie en réalité de l'orbite le plus éloigné par rapport à la fréquentabilité de la scène internationale. Vous avez des États qui sont relativement très peu fréquentables. Vous allez voir, on étiquette souvent l'Iran avec la Syrie, avec la Libye, avec le Venezuela, avec la Corée du Nord, avec la Russie et aussi maintenant aussi un peu la Chine différemment. Si on regarde dans le monde arabe en tant que tel, le monde arabe va en général avoir une certaine défiance, si ce n'est méfiance de l'Iran. Et ça, il va falloir un peu décortiquer. Regardez la boîte noire du monde arabe. Déjà, le monde arabe, à l'image de l'influence régionale de l'Iran, il ne faut pas voir le monde arabe comme étant un bloc unique. Il y a une multitude, encore une fois, c'est très multifacette le monde arabe. Parce que le monde arabe, il s'étend en réalité, il s'étend du Maroc jusqu'à l'Irak. Donc vous voyez déjà une amplitude géographique. Est-ce que l'on peut dire que tous ces acteurs perçoivent également l'Iran? Absolument pas. Vous avez des acteurs arabes qui perçoivent de manière neutre ou de manière assez positive l'Iran. Si vous voulez, on va d'est en ouest. Oman a des relations très chaleureuses avec l'Iran. Et ça, c'est important de le souligner, 1979 n'a que relativement changé cet état entre Oman et l'Iran. Parce qu'en réalité, dès la révolution du Dhofar en territoire omanais, vous avez le soutien militaire du Shah d'Iran. Donc déjà à l'époque impériale. Après la révolution islamique de 1979, on pourrait penser qu'on passe d'un acteur à un autre. Là, vous allez peut-être avoir des cartes qui sont tout à fait rebattues. En réalité, non, vous avez une relation stratégique sérieuse, concrète entre Oman et l'Iran. Vous avez des patrouilles maritimes, vous avez des exercices navals annuels organisés entre les deux États autour du détroit d'Ormuz. Vous avez une coopération stratégique, coopération politique. On le souligne en une phrase. L'accord sur le nucléaire iranien de 2015, le JCPOA, il a été négocié à Oman. Donc vous voyez comment Oman discute ouvertement avec l'Iran. Dans le Golfe Persique, on continue. Vous voyez que le Koweït, en général, propose aussi ses bons offices lorsqu'il y a une montée de tension durant les différentes crises du détroit d'Ormuz, 2008, 2011-12, 2018. Le Koweït dit, écoutez, nous pouvons discuter entre l'Iran et le reste du CCG, Conseil de coopération du Golfe. Maintenant, si on continue un peu plus, on reste dans la région moyen-orientale en tant que telle, ça c'est le cas des États qui ont un dialogue existant fourni avec l'Iran. Ce n'est pas le cas de tous. L'Arabie saoudite, là on enfonce des portes ouvertes, a une extrêmement grande méfiance par rapport à l'Iran. Parce qu'il s'agit du grand voisin et du rival systémique. Et rival systémique, pourquoi? Parce que, en général, ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, qui dit monde arabe dit monde sunnite. Il y a des Arabes qui sont chiites, on l'a vu, et il y a des sunnites qui ne sont pas arabes, à l'image de la Turquie. Mais en général, dans une grande partie, c'est vrai, le monde arabe va être sunnite. C'est absolument le cas pour l'Arabie saoudite, qui est même wahhabite, ce sont des salafs. Ça, il faut l'avoir en tête. L'Arabie saoudite est d'obédience salafiste. Et pour beaucoup, une approche salaf de l'islam reviendrait à nécessairement voir comme étant des kuffars, des kafers, les Iraniens parce que chiites. Et c'est le cas de l'Arabie saoudite, qui voit avec une très grande défiance. Je veux quand même souligner, alors la date de l'interview, il faudra la retrouver, mais on avait Mohammed Ben Salman, prince héritier et maître de l'Arabie saoudite en pratique, qui caractérisait l'Iran je le cite, de nouvel État hitlérien, qui disait l'Iran a un projet hitlérien dans la région. C'est à l'image d'Adolf Hitler. Donc vous voyez comment il y a une très grande fracture entre des États arabes et des États sunnites par rapport à cet Iran qui est chiite, qui n'est pas arabe et qui n'est pas chiite, qui n'est pas sunnite, pardon. Du côté de l'Égypte, l'Égypte a des très grands intérêts stratégiques et économiques avec l'Arabie saoudite, et donc nécessairement des intérêts politiques, on va dire, des visions communes, donc une très grande défiance par rapport à l'Iran. À partir de là, il y a des exceptions, même en dehors du Golfe Persique. On peut voir du côté de la Libye comment, à l'époque de Muammar Kadhafi,
la Libye et l'Iran coopéraient beaucoup. La Libye sunnite, arabe. Pourtant, là, il y avait des réelles visions communes et il n'y avait pas une réelle défiance. Il y avait une co-fréquentabilité parce que infréquentabilité. Et ensuite, ça, c'était vrai depuis très longtemps et ça l'est toujours, le cas de l'Algérie. Je pense que le cas de l'Algérie est notable. L'Algérie est un État sunnite, officiellement avec une certaine distance, mais la population est sunnite, arabe, très très inclus dans le monde arabe, dans la Ligue arabe, etc., pourtant qui a un dialogue franc et approfondi avec l'Iran. Donc il ne faut pas du tout voir le monde arabe comme étant fermé à l'Iran, parce qu'il y a une très grande défiance ethnique. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais entre les Arabes et les Perses, il y a un très grand cadre historique qui se prête à la confrontation. Demander aux grands-parents français qu'est-ce qu'ils pensent des Allemands. Alors oui, il y a le pacte franco-allemand, il y a la construction européenne, mais le regard il peut être très nuancé à cause de la guerre. Les Perses et les Arabes, ce sont la même chose. Mais malgré cela, l'Algérie continue d'avoir des très bonnes relations avec l'Iran. Des relations diplomatiques. Il y a eu les accords d'Alger en 1975, lorsque l'Iran et l'Irak avaient des conflits transfrontaliers sur le Arvandroud, le châtel arabe, qui va même justement donner ensuite le casus belli à Saddam Hussein. L'Algérie est absolument un acteur arabe sunnite qui discute avec l'Iran, il y a une réelle connexion. Donc ce monde arabe, encore une fois, il est multifacette, il a des fluctuations. Il y a certains États qui discutent plus ou moins, mais on ne peut pas dire que le monde arabe est fermé à l'Iran. Je discutais il y a quelques jours avec un professeur spécialiste de l'Iran et qui avait une expression très, très percutante, je me permets de le citer, c'est le professeur Mohammad Reza Jalili, qui disait en réalité, l'influence iranienne s'est déployée dans le monde arabe. Et c'est vrai, quand on regarde cet arc chiite qui n'est pas chiite, quand on regarde cet axe de la résistance, Hamas, organisation du djihad islamique, Hezbollah libanais, Houthi, Irak, Syrie, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ce n'est pas leur religion, ce n'est pas leurs intérêts, ça va être leur ethnie. Et en fait, c'est là où on voit que toute la connexion se fait par rapport aux facteurs ethniques. Je ne dis pas que c'est recherché, je dis que c'est noté. L'Iran, en réalité, est très bien implanté en termes d'influence, déploie son influence dans le monde arabe. Alors qu'en réalité, si l'Iran déployait son influence dans le monde iranien, ce serait bien plus tourné vers l'Asie centrale. Parce que, historiquement, c'est l'Asie centrale qui fait partie du monde iranien. Encore une fois, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en persan, le suffixe stan, ça veut dire le pays de Tadjikistan, le pays des Tadjiks. Turkménistan, le pays des Turkmènes. Afghanistan, le pays des Afghans. Pakistan, le pays des POK. Pakistan, parce que POK, en persan, c'est pur. On est pur, nous, les Pakistanais, par rapport aux Indiens. Donc en réalité, l'Iran, dans son assise historique, c'est vers l'Asie centrale qu'il devrait déployer son influence dans ce monde iranien. Ce n'est pas ce qui est fait. Bon, oui, il y a toujours effectivement un peu d'influence, à l'image de la Turquie qui dit voilà, on se déploie dans le monde turcique vers l'Asie centrale. En réalité, ça se cantonne bien plus au monde arabe dans le Moyen-Orient. Donc, la vision, pour reprendre un peu tout ça, pour donner maintenant une réponse plus concise et synthétique, la vision de l'Iran par le monde arabe est très nuancée. Il y a des États qui sont opposés et qui voient avec une très grande défiance l'Iran parce que non-arabe, perse, parce que non sunnite, chiite duodécimain, mais on ne peut vraiment pas dire que le monde arabe, par essence, est hermétique à l'Iran. Parce qu'en réalité, vous avez absolument des connexions qui sont diplomatiques, politiques, stratégiques, même en réalité idéologiques dans le temps long. Vous avez des organisations internationales qui les relient, notamment l'Organisation de la coopération islamique, mais en réalité, la Ligue arabe a aussi des liens avec l'Iran. Le CCG, donc le Conseil des États arabes du Golfe, si on le dit en forme longue, a des réunions où il invite parfois l'Iran. Donc vous n'avez absolument pas un caractère imperméable de ce monde arabe par rapport à l'Iran. À l'image de l'arc chiite, j'ai un peu de mal aussi avec l'appellation d'Occident. C'est quoi l'Occident ? Moi, je ne suis pas du tout fan, par exemple, de l'appellation de Sud global qui se définit sur l'exclusion justement de cet Occident. Il y aurait l'Occident et ensuite les autres. Maintenant, c'est quoi l'Occident ? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord? Parce que dans l'Amérique du Nord, il y a le Mexique. On inclut Israël bien souvent dans l'Occident, alors qu'en réalité,
Israël est un État asiatique, qui inclut aussi le Japon. Alors là, vraiment, on n'y revient pas. On peut à peu près dire qu'on va faire correspondre ça à l'Union européenne et aux États-Unis. Je pense que c'est ça en réalité, peut-être aussi le Canada. Là, le bloc est plus homogène. Il est plus homogène, mais encore une fois, il n'est pas monolithique. Il est plus homogène, c'est-à-dire que vous avez une relative cohérence politique à l'échelle internationale au sein de l'Union européenne par rapport au Moyen-Orient. En général, les États européens arrivent à mettre relativement leur perception au diapason par rapport à l'Iran. L'Iran est envisagé comme un État pour l'Occident, donc on va dire l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, comme un État qui est une menace à l'équilibre actuel au Moyen-Orient. C'est assez rare de voir comment on aurait un président, roi, reine, premier ministre en Europe ou en Amérique du Nord qui dirait l'Iran est l'axe du mal, c'est le sponsor du terrorisme. J'utilise cette expression à dessein parce qu'en réalité, il n'y a eu qu'un seul président qui l'a dit ouvertement et qui l'a martelé, ça a été le président américain Donald Trump. Donc pour vous dire quel fantasque président il faut avoir pour avoir une vision aussi dichotomique, aussi grossière, stéréotypée par rapport à l'Iran. Je ne dis absolument pas que l'Iran est vu comme un enfant de cœur par l'Occident, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que l'Iran n'est pas vu comme un État irrationnel, comme étant un facteur incontrôlable. Sur les 3 dernières années, j'ai réalisé une quarantaine d'entretiens avec des diplomates et des politiques français, et je vois comment ressort systématiquement le fait que les politiques et diplomates français soulignent la finesse des négociateurs iraniens et aussi la rationalité. En gros, ils disent « Nous savons comment les Iraniens réfléchissent à chaque coup qu'ils font ». Alors, encore une fois, vous voyez qu'il y a cette forme de distanciation, il y a cette forme de respect et de défiance mutuelle. D'accord ? Il y avait un ambassadeur français qui me disait « Vous savez, le jeu des échecs, il a été inventé par les Iraniens. Ils sont maîtres dans l'art de la politique. » Il y a cette perception de rationalité et il y a cette perception de contre-ordre, pas de désordre, de contre-ordre, et ça, c'est absolument partagé. Il n'y a pas un État européen ou nord-américain qui envisage l'Iran comme étant un partenaire de stabilité au Moyen-Orient. Mais ces États reconnaissent le fait qu'il faille discuter avec l'Iran. Donc vous voyez comment on arrive toujours à cette forme d'entre-deux. Ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir coopérer aussi étroitement qu'ils le peuvent avec d'autres États de la région. Cependant, ils savent aussi qu'il va falloir nécessairement, à tout le moins, discuter, si ce n'est intégrer l'Iran dans leur vision régionale, parce que ça reste un acteur incontournable. J'ai mis un peu de côté 2 États, parce qu'il faut faire un focus par rapport à ces 2 États et leur perception qu'ils ont par rapport à l'Iran. C'est spécifiquement le cas des États-Unis et ensuite d'Israël. Par rapport aux États-Unis, c'est très évolutif. On a vu comment les présidences étaient très changeantes. C'est un des écueils en fait, du système constitutionnel américain qui fait que tous les 4 ans, vous pouvez tout à fait rebattre le système. Pendant 8 ans, on a eu un président Obama qui était ouvert au dialogue avec l'Iran, un dialogue sensé, et ça c'est l'appréciation que j'en fais, un JCPOA qui donnait un cadre de discussion. Et ça, c'est justement ce qui était fondamental. On a réussi à ramener l'Iran dans la fréquentabilité. L'Iran a réussi à être rehaussé, et ça c'est très important pour l'Iran, parce que l'Iran a aussi cette envie, et même ensuite quelque part ce complexe historique d'être vu comme un acteur fréquentable. C'est dans la conception iranienne de se dire « nous devons être appréciés à notre valeur, à notre juste valeur ». On a eu un président américain qui accordait ce dialogue avec l'Iran, un dialogue bilatéral, multilatéral, international. Ça, c'était très important. On a eu la parenthèse Trump qui a été cataclysmique et catastrophique, qui nous a pas ramené en fait à zéro, et qui nous a ramené même en arrière. Et ensuite, on avait beaucoup d'espoir avec la présidence Biden. Disons que ça ne s'est pas aggravé, ça ne s'est pas amélioré, ça ne s'est pas sincèrement aggravé. Donc est-ce que maintenant ça va changer ? Les États-Unis voient l'Iran comme pas un rival systémique, parce que l'Iran n'a absolument pas l'envergure de la Chine, mais comme un rival systémique régional, comme un acteur difficilement prévisible, contrôlable à tout le moins dans son environnement régional. Il faut voir que les États-Unis ont la mémoire longue aussi par rapport à l'Iran. Vous avez le traumatisme de la prise d'otage de l'ambassade
américaine à Téhéran au moment de la révolution islamique qui est absolument toujours dans les mémoires américaines. Il faut l'avoir en tête. Dans la crise, vous vous rappelez de l'assassinat du général Qassem Soleimani, le général iranien qui a été assassiné par les Américains. Les Iraniens disent « nous allons répliquer à cela ». Immédiatement, vous avez Trump qui dit « nous allons toucher une cinquantaine, je crois que c'était 52 ou 54, disons 52 sites cibles iraniens ». Pourquoi pas 51 ou 53, 52 ? Parce que c'était le nombre des otages américains dans l'ambassade. Vous voyez comment 45 ans plus tard, il y a toujours ce traumatisme-là, cette humiliation. Donc les États-Unis ont une relation très tendue, qui peut être fluctuante par rapport au degré de dialogue, mais ce qu'il faut voir, c'est que la République islamique d'Iran existe depuis 45 ans, les sanctions américaines par rapport à l'Iran existent depuis 45 ans. Sanctions Carter, 1979. Naissance de la République islamique, 1979. L'opposition irano-américaine, plus précisément l'opposition américaine par rapport à l'Iran, est intrinsèque à la République islamique. De part et d'autre, c'est un jeu de réponse. Et maintenant, le cas d'Israël, vous voyez comment en fait on va de ceux qui peuvent le plus dialoguer à ceux qui le peuvent le moins. Officiellement, il n'y a pas de dialogue entre l'Iran et Israël. Officieusement, il y a pu par le passé avoir des éléments intéressants, notamment durant la guerre en Irak, où l'Iran a racheté des armes au sein de très nombreux acteurs. Par rapport à Israël, là, ce sont des acteurs qui ne se parlent pas, qui se font face, qui se menacent, qui s'attaquent. Il faut comprendre la perception israélienne, il faut comprendre la perception iranienne. La République islamique d'Iran se construit en rejet d'un système politique monarchique qui serait, dans la perception révolutionnaire de 1979, qui serait inféodé aux États-Unis et beaucoup trop proche d'Israël. Donc la République islamique naît en totale opposition à ce qui existait avant. Ce qui existait avant, c'était un régime monarchique qui était très proche et de Washington et de Tel Aviv. On prend absolument le point de vue antinomique. Donc l'Iran ne veut absolument plus avoir de contact et avec les États-Unis et avec Israël et ne veut plus être en coopération, même en confrontation, pourquoi pas. Israël le perçoit absolument en tant que tel et Israël, de son côté, est un acteur qui s'estime menacé de toutes parts. Israël estime que son environnement régional immédiat lui est fondamentalement hostile. Et Israël estime que l'Iran cherche à le détruire en tant que tel. De là, Israël ne veut pas discuter avec l'Iran. Israël s'est opposé à la signature du JCPOA des différents États qui ont signé le JCPOA. S'est toujours opposé aux négociations de Vienne pour renouveler potentiellement le JCPOA. Israël agit beaucoup pour sa normalisation justement avec le monde arabe, pour isoler un peu plus l'Iran d'un point de vue diplomatique. Le dialogue n'est pas au niveau 0, il est vraiment au sous-sol, il est au niveau -1. Les Israéliens ne veulent pas dialoguer avec l'Iran et vice-versa. Et en réalité, ils se combattent parfois dans un espace masqué, on parle de guerre de l'ombre, parfois de manière directe. Et là, on a vu récemment l'attaque du mois dernier sur le sol israélien. Donc en réalité, cette fréquentabilité, cette vision, elle est très... encore une fois, elle est très variée par rapport à ce qu'on appelle Occident. Vous voyez pourquoi je n'ai pas beaucoup d'affection pour cette expression d'Occident, parce que lorsque l'on ouvre la boîte noire, on voit que cet Occident, il n'est pas du tout uniforme. Vous avez des visions qui peuvent être parfois très différentes, donc c'est pour ça qu'il faut un peu séquencer et distinguer ça. Il y a une appréciation qui est très riche, qui est très variée, mais qui, fondamentalement, ne peut pas être dans la coopération avec l'Iran. Parce que l'Iran rejette dans sa vision cet arrivisme, cette pénétration politique européenne et nord-américaine dans son environnement régional, Moyen-Orient, et dans la conception iranienne, qui serait justement chrysogène. En fait, chacun accuse l'autre d'être facteur de déstabilisation. À tort ou à raison, l'Iran estime que c'est ces États européens et états-uniens qui, depuis des décennies, si ce n'est des siècles, sont dans le Moyen-Orient, font et défont les États. Regardez l'histoire du Koweït. Le Koweït a été soutenu dans son processus de création par le Royaume-Uni pour embêter l'Irak au moment où l'Irak justement quittait le giron britannique en termes d'influence et n'était plus une monarchie, devenait une république. Vous voyez comment des États peuvent être créés ou non selon différentes influences. Et pour l'Iran, il faudrait lutter contre ces influences-là. Contre-influence. Et donc ensuite, vous avez la contre-influence. Vous voyez comment ces États européens et nord-américains vont se dire justement, là, l'Iran a un projet régional, a une influence régionale, il faut lutter contre ça. Donc il y a un dialogue qui
sauf exception, l'exception étant Israël, qui existe sur le principe, qui a différents grades, qui a différents pôles de discussion. La Suisse discute énormément. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais de l'Europe. Et donc, vous voyez, on est dans le bloc occidental, on va dire, même si la Suisse essaie d'être neutre. Vous voyez comment vous avez La France a aussi beaucoup eu ce rôle de médiateur. L'a perdu, en fait, à partir de Sarkozy, du président Sarkozy en tant que tel, mais jusqu'au président Chirac, la France avait une place de choix par rapport à l'Iran dans ce bloc européen. Vous avez des portes qui se ferment et qui s'ouvrent avec le temps. Et par rapport à l'analyse que moi j'en fais, je pense que l'Europe, l'Union européenne a absolument sa carte à jouer dans la discussion avec l'Iran. Les États-Unis, c'est fluctuant. Il faut voir ce que l'élection américaine de novembre 2024 avec la nouvelle présidence américaine en janvier 2025 donnera. Mais du côté européen, le principe de dialogue existe et le dialogue constructif est vraiment possible avec l'Europe par rapport à l'Iran. L'Iran, depuis 1979, s'est replié sur lui-même par rapport aux autres, mais en réalité, on peut voir comment, depuis quelques années, il y a une évolution. Initialement, l'Iran estime qu'il n'est dans aucun camp, qu'il est dans son camp. Quand vous voyez les slogans révolutionnaires, c'est « Naqarbi na Sharqi, Jumhuriya Islami ». Ni Est ni Ouest, République islamique. On ne prend pas part au bloc occidental ou à un bloc oriental. Donc en fait, pour dire le bloc américain ou le bloc soviétique à l'époque de la guerre froide, en 1979, mais par rapport à nous-mêmes. Et ça, c'est une constante de la politique iranienne, nationale, régionale, internationale. On peut discuter avec tout le monde, on peut travailler avec tout le monde, mais on ne veut pas avoir les mains liées par quelque acteur que ce soit. Et encore une fois, là, je pense que j'aurais essayé de battre en brèche beaucoup d'appellations, de concepts. On a parlé d'arc chiite, d'Occident. Il faut aussi parler de l'axe Téhéran-Pékin-Moscou. Pour moi, cet axe, il existe fondamentalement pas du tout. On va séparer ça très rapidement. Téhéran-Pékin, la relation, elle est absolument asymétrique. Vous n'avez pas une relation d'égal à égal. Le poids économique de la Chine dans l'absolu est énorme, première, deuxième puissance économique selon le classement que l'on en fait. Et subjectivement, par rapport à l'Iran, la relation est tout à fait déséquilibrée. La balance commerciale est tout à fait déséquilibrée. Vous avez des investissements chinois massifs et très peu d'investissements iraniens dans l'espace économique chinois. Vous allez dire, oui, il y a une meilleure intégration avec l'organisation de coopération de Shanghai, qui est chapeautée par la Chine. Justement, l'Iran passe un peu plus dans l'orbite économique chinoise. Mais en réalité, non, vraiment la relation, elle n'est pas du tout d'égal à égal. La Chine profite de l'isolement iranien pour avoir de plus en plus d'assises économiques dans le pays-là. Vous avez le Lion Dragon Deal, vous avez pendant des décennies un pacte commercial et d'investissement qui est organisé. Dans le Golfe Persique, les centrales de raffinement et ensuite d'exploitation de pétrole sont rachetées par la Chine. La Chine a vraiment son emprise dans le territoire iranien. Pour vous dire, quand je me rends en Iran, je vois comment de plus en plus vous avez des Chinois, des hommes d'affaires, mais aussi des personnes qui viennent avec leur famille vivre en Iran. Maintenant, du côté de la Russie, très rapidement, à chaque fois que vous allez voir Israël réalisant une frappe sur des intérêts iraniens en Syrie, il faut que vous compreniez, lorsque vous lisez ces titres dans la presse, non pas Israël attaque des positions iraniennes en Syrie, mais Israël attaque des positions iraniennes en Syrie dans l'espace aérien qui est sécurisé par la Russie. Chaque attaque aérienne réalisée en Syrie par Israël est de facto autorisée par la Russie parce que l'espace syrien aérien est sécurisé et contrôlé par la Russie. Donc en fait, vous voyez comment vous avez des intérêts divergents entre ces États-là. Arménie, Azerbaïdjan, les positions sont différentes. Autour de la mer Caspienne, les intérêts sont divergents. Par rapport à la guerre en Ukraine, on peut très rapidement parler, mais en réalité, alors oui, vous avez quelques échanges, mais en réalité, la Russie est aussi très contente que l'Iran soit sous sanction. Parce que maintenant que la Russie est le pays le plus sanctionné au monde d'un point de vue économique, en fait, la Russie est assez contente de ne pas être seule sanctionnée. Donc la Russie veut garder l'Iran comme étant un État très sanctionné. C'est une des raisons pour lesquelles le JCPOA 2.0 ne voit pas le jour. Les négociations sont bloquées parce que la Russie ne veut pas une levée des sanctions pour l'Iran par le bloc occidental, on va dire européen et nord-américain. Donc en réalité, axe Téhéran-Pékin-Moscou, non, ce n'est pas un axe solide, condensé. Maintenant, vous voyez comment l'Iran arrive à discuter avec différents acteurs. Il y a un dialogue fourni, profond avec la Russie et la Chine, mais il n'y a pas d'alliance en tant que telle, mais il y a un dialogue. Dans le monde arabe, on l'a vu, dans l'espace africain.
l'Iran discute beaucoup avec le Soudan, avec différents États. On a parlé de l'Algérie, il y a eu la Libye. Du côté sud-américain, alors de manière, on va dire, officieuse, vous avez des réseaux économiques, notamment en Argentine, au Brésil, qui sont très 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 importants, avec des États comme le Liban et aussi l'Iran. Vous voyez comment en réalité vous avez des États qui discutent avec l'Iran. Donc en fait, on ne peut pas dire que l'Iran est inclus dans les cercles les plus concentriques, les plus internes de la communauté internationale, mais tout de même, membre de l'ONU. Par rapport à l'OMC, c'est bloqué par les États-Unis, mais il y a toujours cette envie de discussion dans les routes de la soie, donc aussi dans l'AIIB, la Banque asiatique d'investissement pour les routes de la soie, dans l'OCS, il y a des discussions de coopération, on va dire, avec le CCG. Vous voyez comment l'Iran parvient à avoir des canaux de discussion. Il ne faut pas voir l'Iran comme étant un acteur absolument isolé. L'Iran est un acteur qui essaie d'avoir une logique relativement indépendante en pratique. L'Iran veut être indépendant, mais il y a une logique une trajectoire, on va dire, personnelle, mais arrive absolument à s'inscrire dans des schémas régionaux et internationaux. On a du mal à le percevoir ici, nous, en France et dans l'Europe, parce qu'en fait, ce n'est pas dans notre bloc que l'Iran se déploie. Et comme l'Iran ne se déploie pas, n'avance pas vers nous, on a l'impression que l'Iran fait du surplace. Ce n'est pas du tout le cas. L'Iran arrive à discuter avec l'autre. Mais comme ce n'est pas nous, on s'en rend moins compte.